Dans le Tech Talk aujourd'hui, ces hôpitaux sous le crible des cyberattaquants. Pourquoi ces établissements sont-ils si vulnérables aux cyberattaques et comment sortir de cette situation qui met en danger la vie des patients, mais aussi le fonctionnement donc, de ces établissements dont toute la société a besoin. Pour en parler, avec moi David Gruson, ancien directeur du CHU et conseiller et conseiller du Premier ministre chargé de la santé. Vous êtes actuellement le directeur du programme santé de Lumines, un expert en solutions numériques pour les établissements de santé. Rebonjour. Bonjour. Benoît Grunemwald, expert cybersécurité DZ, qui est l'acteur européen majeur en matière de cybersécurité, à la fois pour les entreprises et les particuliers. Et puis, restez avec nous Véronique Pereira de l'IGN. Vous pourrez comme ça poser des questions à nos experts. Ce sera un peu la représentation des spectateurs autour de ce plateau. Alors, je rappelle le contexte dramatique, d'actualité, mais on a au total 380 hôpitaux attaqués en 2021. C'est une progression de plus 70% par rapport à l'année précédente. 5 ont mis la vie des patients en danger. Alors, stop, j'ai envie de dire. On fait quoi pour arrêter la catastrophe? Est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui s'imposent là, immédiatement? Qui veut commencer? Benoît, peut-être? Alors, des décisions qui s'imposent, déjà, on s'aperçoit qu'il faut énormément de budget pour pouvoir faire face aux cybermenaces, que c'est une politique de long terme, qu'on ne change pas des systèmes informatiques, à la fois dans la bureautique, mais également dans la partie qu'on pourrait appeler un peu industrielle, c'est-à-dire l'informatique est liée aux soins, et ça ne se change pas facilement. Par contre, on peut mettre en place des politiques qui vont accompagner les hôpitaux pour pouvoir aller vers plus de cybersécurité. Alors les budgets, a priori, là, on en a d'un seul coup un petit peu plus, parce qu'il y avait déjà le plan de relance qui prévoyait d'aider ces établissements d'importance vitale à s'équiper, se préparer, travailler face aux cyberattaques. Et là, le gouvernement a annoncé plus de 20 millions d'euros ajoutés à l'enveloppe. Est-ce que ce sera suffisant ? On va le voir. Bon, il y a un effort sans précédent qui était engagé par François Braun. C'est un acte significatif. Le ministre de la Santé, oui. Ouais, le nouveau ministre de la Santé. C'est pas inutile de rappeler que François Braun vient du terrain. Il était chef du pôle du CHR de Metz, oui. Chef de pôle urgence, donc il connaît la réalité de l'intérieur de l'hôpital. Là, je m'exprime un instant comme ancien directeur de CHU. C'est une préoccupation constante et croissante. Parce qu'on sait que les systèmes d'information, l'IT, dans les établissements de santé, c'est une fonction tout à fait vitale, directement connectée aux fonctions soignantes. On a besoin d'experts de cybersécurité, comme Benoît, pour porter ce projet. On a aussi besoin de solutions. C'est ce qu'on essaie de faire avec Lumines, des solutions de stockage un peu fortes, parce que sur les dossiers médicaux, il faut trouver la bonne voie de passage entre se protéger et en même temps ne pas renoncer à la digitalisation. Alors j'allais presque vous poser cette question, est-ce qu'il ne faut pas adopter la solution radicale? Après tout, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la réflexion? Est-ce qu'il ne faut pas déconnecter finalement les hôpitaux et les systèmes d'information et les laisser en vase clos? On peut déconnecter tout en travaillant de manière connectée. Et c'est là où on va devoir accompagner ce système d'information pour lui permettre de travailler au quotidien, de donner accès aux informations nécessaires, au suivi, au monitoring. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que maintenant, n'importe quel objet connecté va remonter des informations dans un point central pour pouvoir suivre l'état des patients sans avoir à aller dans chacune des chambres. Donc il faut pouvoir à la fois traiter ces informations en temps réel, mais également sauvegarder ces informations et éviter qu'elles ne tombent. Donc vous me dites, Benoît, on ne peut pas le déconnecter finalement à cause de ces objets connectés qui permettent de faire ce suivi des patients. On est obligé de faire remonter à un moment les données. Oui. C'est là où, dès qu'il y a une connexion avec le monde extérieur, il y a des failles. Alors, on n'est pas forcément sur une connexion avec le monde extérieur. Il se trouve que pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, il semblerait que l'attaque donc l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Exactement, oui. Il semblerait que l'attaque provienne d'un fournisseur, donc d'un compte d'un fournisseur qui aurait permis l'accès initial. Mais cet accès initial est souvent nécessaire. Donc, on a du mal à travailler en vase clos et à ne pas s'ouvrir au monde, notamment dans le cas de prestataires qui vont venir améliorer ou faire en sorte que la sécurité soit opérationnelle et continue surtout. Est-ce qu'il y a des exemples à l'international qui peuvent nous inspirer? Oui, à l'international,
Et puis aussi dans ce qu'on fait ici. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et on le voit aussi, par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu où il y a eu peut-être un peu plus d'antériorité sur ce phénomène de cyberattaque dans le secteur de la santé qui nous expose en France davantage maintenant. Il serait impossible, très contre-productif de renoncer à tout ce qu'amène pour les patients la digitalisation du système de santé en termes de pilotage des parcours, d'intelligence artificielle. On ne va pas revenir au papier-crayon, même si Corbeil-Essonnes est en plein dedans, on voit bien que ça ne fonctionne pas non plus. J'ai connu comme hospitalier cet âge du papier et c'est catastrophique pour les patients. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs types de solutions. Je vous explique ce qu'on fait avec Lumines. On a mis en place un dispositif qui s'appelle Numia, qui est en fait une solution de numérisation de dossiers médicaux, mais dans laquelle on va utiliser les data centers de Lumines qui sont sécurisés. C'est là où on traite par exemple des données de digitalisation des brevets pour le gouvernement de le gouvernement américain pour l'Union européenne. Et on intervient dans le système d'information hospitalier par des voies de connecteurs informatiques, d'API, et on porte le risque de cybersécurité pour le compte de l'établissement de santé. C'est une des manières d'agir, de faire appel à des experts, de faire appel à des prestataires techniques tiers qui porteront ce risque pour que les hôpitaux eux-mêmes, dans leur fonctionnement au service des patients, soient moins perçus comme des cibles. De la même manière, si je peux me permettre une comparaison, de la même manière que quand vous allez dans un commerce et qu'on vous explique que l'argent n'est pas disponible pour les caissiers, et ben en fait ça réduit la tentation d'attaquer ces commerces. Donc il faut essayer de créer ça sur de la donnée hypersensible comme la donnée médicale. Donc au contraire, sortir la data de l'hôpital finalement. La sortir, la faire gérer par des tiers qui agissent pour le compte des hôpitaux, des tiers de confiance. C'est ce que fait aussi le Health Data Hub, la plateforme nationale au niveau national, et qui vont s'entourer. Qui est un peu à l'arrêt quand même en ce moment. Mais... Et on voit là on est au cœur du sujet parce qu'il se relance notamment au niveau européen. Le Health Data Hub français a été sélectionné comme étant le préfigurateur d'une plateforme de données de santé européenne. Il ne faut pas bloquer le pilotage par les données de santé. Par contre, il faut se créer des fornox de données médicales qui seront gérées par des experts. Alors, pour faire un peu de pédagogie, on va expliquer aussi pourquoi les hôpitaux sont visés, quels sont les types de menaces aussi qui planent sur ces établissements de santé, Benoît. Alors les hôpitaux sont visés comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Chaque entreprise qui est exposée sur Internet peut être visée. Il se trouve que les hôpitaux ont des systèmes d'information qui sont plus complexes qu'une entreprise normale, notamment avec la partie bureautique et la partie informatique de santé. Et dans cette... Et c'est cette complexité qui fait qu'on est plus poreux aux attaques. Alors, qu'on est plus poreux aux attaques, et puis il faut aussi voir que les attaquants, eux, scannent Internet à la recherche de cibles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la cible se découvre, ils ne savent pas forcément, avant de rentrer, si celle-ci est un hôpital, une école, une entreprise privée, un cabinet d'avocats ou toute autre activité. Donc ils vont pénétrer dans l'entreprise avec différents moyens et à partir de là, ils vont soit aller plus loin, soit certains avaient annoncé, notamment au moment de la pandémie de Covid, qu'ils allaient renoncer à attaquer les établissements de santé. On voit que dans les faits, on a affaire à des cybercriminels. Des criminels, oui. On ne peut pas compter dessus, clairement. On sait à qui on a affaire. Ouais. Et donc, malheureusement, ils poursuivent l'attaque lorsqu'ils sont dans des établissements de santé. Et comment elle se propage, cette attaque, au point de complètement paralyser le fonctionnement de l'hôpital? Alors ça, c'est un point important parce que autant il faut protéger les données, autant lorsque l'hôpital fonctionne, elle a besoin d'accéder à ces données déjà en permanence. Et puis surtout, il y a tout un tas d'éléments qui ne sont pas forcément liés aux données. C'est-à-dire que lorsque vous avez des réservations de chambres ou savoir où est tel patient, on est sur un système d'information un petit peu classique, à la limite comme un hôtel où on dit cette chambre est libre, cette chambre n'est pas libre, qui l'occupe, etc. Donc, au-delà de la donnée, il faut bien comprendre que le système d'information est l'épine dorsale du fonctionnement de l'établissement de santé, comme ça peut l'être pour une entreprise privée qui, par exemple, ne recevrait plus ses emails ou ne serait plus en capacité de facturer. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux, les établissements de santé sont moins outillés que les autres activités ? C'est un secteur qui a été longtemps en retard sur ces questions de cybersécurité parce que, précisément, les hôpitaux étaient moins digitalisés.
Et donc, du coup, moi, je me souviens, j'étais délégué de la Fédération hospitalière de France en 2016. Il y avait eu à l'époque une attaque assez lourde contre les systèmes d'information de santé au niveau européen. Et la France était un des environnements dans lequel il y avait eu le moins d'impact, puisque tout était verrouillé, tout restait papier, rien de communiqué avec rien. Les systèmes s'interopérabilisent, se digitalisent. Mouvement majeur pour les patients. Par contre, il faut que cette interopérabilisation s'opère dans des conditions de sécurité. Il faut marcher sur les deux jambes. On avait du retard sur la digitalisation, on le rattrape. On a du retard. Mais on n'a pas avancé en même temps sur la question cyber. Pas au même rythme. Ouais. Et là, on en mesure un peu les conséquences aujourd'hui. Il y a une prise de conscience de tous, et c'est à des acteurs aussi un peu spécialisés de venir apporter leur concours aux établissements de santé, parce que, encore une fois, même si les attaques sont lourdes, elles ont des conséquences. Les conséquences seraient encore beaucoup plus péjoratives pour les patients si on devait stopper le mouvement de digitalisation du système pour ces raisons. Moi, je crois que là, il y a une prise de conscience. Il y a quand même 2 ministres qui se sont déplacés à Corbeil-Essonnes, celui de la Santé que vous avez cité, mais également notre nouveau ministre du numérique, Jean-Noël Barrot. C'est vrai que là, la situation retour au papier crayon, elle n'est pas du tout tenable. On a des retards dans les soins qui sont proposés. Les urgences, je crois, sont pratiquement à l'arrêt. Ça va prendre combien de temps avant le retour à la normale? On dit plusieurs jours, voire des mois? Alors malheureusement, ça se compte plutôt en mois pour arriver à une situation normale qu'en jours. Et ça, cela va dépendre aussi de la préparation de l'établissement. Si certaines sauvegardes ont été réalisées, si les serveurs ont été documentés, s'il y a des mécanismes, s'il y a eu de la prévention, le retour à la normale sera plus rapide que s'il n'y avait pas eu de prévention. Je vais être un peu provocatrice aussi. Si on payait la rançon, ça irait plus vite? Non, pas du tout. Pas du tout parce que... Après, il faut pouvoir la payer. 10 millions d'euros demandés à un hôpital. Alors déjà, il y a le montant, mais en plus, techniquement, lorsque l'on paye la rançon, on va recevoir des informations qui vont nous permettre de déchiffrer les données qui seront bloquées. Par contre, ça concerne les données. Mais si on a un système d'information qui gère, par exemple, les lits ou qui gère les entrées et les sorties, en fait, ce système d'information-là, il ne repose pas que sur des données. Il repose sur des serveurs qu'il faut remettre en route. Et c'est très compliqué de les remettre en route. Ce n'est pas juste une question de données. J'ajoute un point et qui me semble aussi intéressant dans le changement du paysage, c'est qu'on a des acteurs hospitaliers qui sont moins seuls qu'ils ne l'étaient sur ces sujets, avec là, dans le cas de Corbeil-Essonnes, un engagement qu'il faut saluer de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, avec des outils de gestion des urgences, le plan blanc, le concours des autorités de gestion de crise sanitaire régionale, qui considèrent maintenant le risque cyber comme un risque majeur avec les autres, qui concerne le système de santé. Et donc ça aussi, le fait que les agences régionales de santé se mettent en situation d'apporter leur concours dans la gestion de crise aux établissements de santé, comme elles l'ont fait par exemple en Île-de-France, c'était une des régions un peu citées en exemple pour ça, dans la gestion du risque Covid. Oui. Là maintenant, on a une alliance des acteurs, établissements de santé, tutelle, pour répondre à ce risque, donc, et c'est une vraie avancée. Prise de conscience globale, on actionne des leviers, on débloque aussi des budgets au niveau de l'État. Vous diriez qu'il faudrait consacrer quelle part du budget informatique d'un hôpital à la question cyber ? La norme, quand on conduit un projet d'investissement hospitalier, c'est 10% de l'investissement. Ça, c'est ce qui devrait être fait ou c'est le cas aujourd'hui ? C'est ce qui devrait être fait sur la partie système d'information, investissement ici dans les établissements de santé. On est plutôt aujourd'hui entre 3 et 4%. Donc, vous voyez, il y a, une grosse marge. Ouais. Il y a un peu de marge. Alors après, ça veut pas dire dans un environnement de crédit de finances publiques contraint qu'il faut faire ouvrir toutes les vannes sur ça, mais il faut utiliser ce que permet aussi la digitalisation, c'est que la digitalisation est source de gains d'efficience. Par exemple, je parlais de la digitalisation des dossiers médicaux. Papier, mouvement du papier vers la digitalisation. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'argent qui est bloqué dans des fonctions de gestion d'archives, du temps qui est perdu pour les médecins, pour les équipes soignantes, à gérer ce papier. Et donc, du coup, en ayant recours à des environnements tiers portés par des opérateurs dans des contextes plus sécurisés, on fait qu'au double, on investit dans l'IT, mais c'est un investissement IT de sécurité qui vient réduire des coûts dans le système. Donc à ce plan de sauvetage de l'hôpital vient s'ajouter un plan de sauvetage aussi sur la partie cybersécurité. C'est vrai que ça fait lourd budgétairement, mais ça coûte aussi
très cher. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix finalement aujourd'hui quand on est cyberattaqué. Non, on n'a pas le choix. Moi, ça me rappelle également ce qui s'est passé dans l'industrie, où l'industrie s'est transformée numériquement, sauf qu'il y avait vraiment une séparation, une frontière très franche entre la bureautique et les chaînes de production. Ce qui fait qu'on a eu assez peu d'attaques finalement qui se sont retrouvées sur la chaîne de production avant que celle-ci ne soit véritablement transformée numériquement et connectée au système d'information plus traditionnel. Et cette frontière-là, on ne l'a pas forcément dans le milieu hospitalier parce que le système bureautique est vraiment directement lié aux patients et donc on n'a pas de frontière entre les deux et c'est certainement un des facteurs qui fait qu'on a plus facilement accès à l'intégralité du système d'information. Et quand il tombe, un peu comme dans l'industrie où on adresse la question de la cybersécurité sur les données mais également de la sûreté des appareils qu'on utilise. Complètement. Oui. C'est une conception globale de la sécurité qu'il faut avoir, qui passe aussi, là je le dis, comme acteur interne de l'hôpital, on n'a pas eu pendant longtemps les formations de base nécessaires pour que les soignants, les administratifs et techniques acquièrent les réflexes de protection de base. Véronique Pereira, vous nous écoutez, vous écoutez nos experts. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque que vous aimeriez partager avec eux, avec nous ? Oui, non, mais juste une petite curiosité. Est-ce que ces cybercriminels, aujourd'hui, on arrive à les identifier ? Est-ce qu'on arrive à en trouver un certain nombre ? Oui, on les identifie. On les nomme généralement par leur nom de gang. C'est de la mafia. En l'occurrence, il semblerait que l'attaque sur Corbeil-Essonnes soit perpétrée par un groupe qui s'appelle Logbit, qui a, au premier semestre 2022, perpétré 420 attaques. C'est un groupe qui est d'ailleurs assez surprenant parce que, comme tous maintenant, ils communiquent, ils ont des sites internet, ils ont des relations avec la presse et avec les victimes et les forces de l'ordre également, parce qu'à partir du moment où on demande 10 millions de rançons, il y a forcément les forces de l'ordre qui rentrent en jeu. Mais c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'on arrive à les identifier, ils ont des noms, ils portent des noms, ces groupes de cybercriminels, mais ils continuent finalement à agir. Et oui, malheureusement, ils sont très bien organisés, ils sont très efficaces. Logbit, dernièrement, a même lancé un programme de bug bounty pour les aider à trouver leurs propres failles pour mieux se protéger. Donc, ils sont malheureusement plutôt bons élèves dans certaines parties de leur protection propre. Donc, la chasse n'est pas terminée, mais il vaut mieux, en attendant, se protéger. C'est ce qu'on pourra retenir de votre réponse à tous les deux. Merci beaucoup, David Gruson, directeur du programme Santé de Lumines. Actu pour Lumines, qui va intégrer Paris Santé Campus. Exactement, on a été sélectionné dans la première vague des acteurs qui vont rejoindre ce campus de la santé numérique. Et dans cet écosystème qui là se situe juste à côté de la porte de Versailles, écosystème sans équivalent en Europe, portera les solutions dont je viens de parler. Et je pense d'ailleurs que cet écosystème peut être un lieu tout à fait majeur pour trouver le bon calibrage entre ouverture à la digitalisation et cybersécurité. Et Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez Z, qui va avoir du travail encore toute l'année, évidemment. D'ailleurs, dans l'actu, il y a cette importante cyberattaque au Monténégro avec la France qui a dit qu'elle allait apporter son aide. Merci aussi à Véronique Pereira, responsable du service projet et prestations à l'IGN. On fait une courte pause dans Smart Tech et puis on se retrouve pour une escapade dans la nature. On va parler du